Alors, nous avons du plaisir ce matin avec le très vibrant et très viril monsieur Elias Ataï, un autre monsieur, voilà, notre protecteur sur ce plateau-là. Yeah. Donc, aujourd'hui, avec bras cassé, hein, ou doigt cassé. Non, est-ce que le doigt est cassé? Je crois Non, que il n'est pas le doigt cassé. est... Il y a eu un petit problème. tranché. Ouais, un petit problème que j'ai eu quand je dis au stade, mais bon, Voilà. ça va. Oui. Ça va. Je me remets. On peut appuyer? Non, surtout, D'accord. du tout. Et on a un grand, immense plaisir à avoir deux des acteurs de cette émission-là que vous valorisez à un point très exponentiel et que nous, on adore beaucoup. Il s'agit donc de notre magnifique maman. Maman, il est dans la place. Maman, quand je vous vois, j'ai qu'une seule envie, je veux des câlins. Oui. Oui. Je Non, peux pas fini. vous présenter. Ok, Voilà. je te les donne. Oh, merci maman, je les prends. Merci. Bonjour maman. Bonjour Aïcha, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et l'équipe est presque au complet. Wanda a Merci. découché. Ah, Merci désolée, d'être- je l'ai dit à l'écran. Merci d'être là. Bon, c'est une bonne chose, mais vous avez l'air frais. Oui, c'est parce que M. Wanda a découché que nous avons l'air frais. Voilà, fallait que je le dise. Vous l'avez dit. Bienvenue, maman. Merci. Bonjour très chers téléspectateurs et téléspectatrices. Je suis heureuse d'être dans la place avec Monsieur Daouda. Ben justement, maman vient donc d'introduire M. Daouda Banya, notre psychologue maison, qui est également avec nous. Bonjour, M. Daouda. Bonjour, Comment vous allez? je vais bien. M. Wanda a découché. Hey, la paix là-bas, elle est loin. Formation du jour. Hey. Ça arrive, Ça arrive. ça arrive. Ça arrive de Ça arrive. découcher? Ah, d'accord. Si ce n'est pas son habitude, on peut lui pardonner. D'accord. Si vous le dites, on va accepter ça. D'accord. Alors, comme je le disais, vous le savez, aujourd'hui, à part certaines contrées vraiment reculées, concernant donc la couleur rose et le mois d'octobre, nous le savons tous, octobre est dit le mois d'octobre rose et nous parlons bien sûr de la sensibilisation contre le cancer du sein. Mais octobre n'est pas que rose. Octobre est également bleu. Et octobre est bleu parce qu'on parle du deuil périnatal. On va en parler aujourd'hui avec maman et le psychologue justement aussi qui est sur le plateau parce que c'est un sujet qui est lourd. Et sous nos cieux ici en Afrique, c'est un peu banalisé. On n'arrive pas à comprendre la douleur que peuvent ressentir les parents ou même, bon, peut-être le personnel même de santé quand on fait face à ce genre de choses. D'où, je crois, le bien fondé qui est justement la couleur bleue pour le mois d'octobre aussi. Donc, on va en parler aujourd'hui. La semaine dernière, déjà, on avait commencé un tout petit peu avec maman en parlant du cancer du sein et de comment est-ce que cela se manifestait. Il y a des personnes qui ont posé des questions, donc je vais attaquer tout de go, maman. Il y a une dame qui nous dit qu'elle a eu un souci, elle est allée à l'hôpital, on lui a dit que c'était juste un nodule. Alors, à partir du moment où on entend nodule, est-ce que ce n'est pas déjà le cancer du sein? Non. Ah, bon, Heureusement. Nous avons parlé dernièrement de l'autopalpation. Et la question est de savoir faire son autopalpation régulièrement, tous les mois, tous les 2 mois, juste après les règles. Et qu'est-ce qu'on recherche? On recherche une boule, une formation arrondie, plus ou moins dure, tenace en tout cas, qui n'est pas aussi mou que le sein et qui roulerait sous la main, sous les doigts, bien à plat, écrasant de façon contralatérale le sein. Et donc, si vous retrouvez une boule, vous venez le montrer à votre gynécologue. Et à ce moment-là, le gynécologue est tenu d'apprécier les caractères, on va dire, cliniques d'abord de la boule. Est-ce que la boule roule effectivement sous les doigts? Est-ce qu'elle est un peu attachée au plan profond ou au plan supérieur cutané? D'une quelconque façon, vous pouvez avoir un nodule qui s'attache. Lorsque vous le faites rouler, il ne roule pas. Au contraire, ça tire la peau et la peau est constituée comme une peau d'orange avec des petits trous. Voilà. Donc, on sent qu'il y a de l'inflammation, mais qui attache. Ça, c'est des facteurs péjoratifs. Voilà. À ce moment-là, il est tenu de demander une échographie, voire une échomammographie selon les caractères. Et c'est là qu'on pourra se prononcer pour dire
non, c'est juste un fibroadénome, c'est juste un kyste, ou alors c'est un peu plus grave, il y a des microcalcifications spécifiques. On a tendance à penser que c'est un mauvais nodule, un cancer, si on peut le dire. Et à ce moment-là, on va commencer des investigations plus poussées, telles que peut-être une biopsie ou alors une exérèse complète. Envoyer la pièce à l'anapathe pour déterminer si c'est cancéreux, quel type, et on commence un traitement. D'accord. Voilà comment ça se passe. Donc, cherchez dans le sein, mais quelquefois, c'est juste une inflammation, quelquefois, c'est un fibroadénome, quelquefois, c'est une fibrose kystique, et ça, on n'opère pas, parce que ça peut risquer d'essaimer dans tout le sein. C'est juste des petits kystes qui sont un peu sous l'influence des hormones, et ça guérit spontanément, quelquefois, juste avec des topiques, etc. Voilà ce que je peux dire par rapport aux nodules. Ne vous inquiétez pas, montrez cela à votre sage-femme ou à votre gynéco. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur l'autopalpation, s'il vous plaît, maman, avant que je ne vous pose d'autres questions? Alors, l'autopalpation, à la fin du cycle, à l'approche des règles, les seins sont lourds, un peu douloureux, un peu sensibles. Donc, vous ne pouvez pas les palper. Mais juste 2-3 jours après l'apparition des règles, il y a une détumescence. Le sein redevient un peu flasque. À ce moment-là, vous prenez votre main droite. D'abord, je n'ai pas parlé de l'inspection, mais bon, à l'inspection, on soulève les bras, on regarde si l'élévation des seins est harmonieuse. Alors, vous avez les images à l'écran. Est-ce qu'on peut les décrypter? Si ça ne tire pas, voilà. Donc, on regarde de profil, de face. Et lorsque vous élevez le sein, les deux seins, vous les élevez les bras, les deux seins doivent monter en même temps sous l'effet des pectoraux et s'abaisser de façon symétrique. Sinon, si ça accroche, vous pourrez dire « Ah, il y a quelque chose qui ne va pas ». Et je précisais qu'il y a souvent un sein qui est plus lourd que l'autre. Oui. Ce n'est pas grave. Ok. C'est constitutionnel. Maintenant, une fois que le chapitre de l'inspection est passé, vous vous couchez. Et à ce moment-là, votre sein, vous allez l'aplatir contre le gris costal. Donc, la main droite palpe le sein gauche, la main gauche, l'autre côté. Ok. Donc, vous élevez le bras un petit peu vers le haut pour libérer vraiment les selles aussi. Et vous faites comme si vous divisiez le sein en 4 parties. Vous allez maintenant du plat des doigts aplatir le sein contre le gris costal de façon régulière, cadran après cadran, en tournant comme ça, dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire. Et quand vous avez fini les 4 cadrans, vous arrivez au niveau du mamelon. Vous palpez également, voilà, le plat des doigts, d'accord? Vous palpez également et vous finissez par presser le mamelon pour voir s'il y a un liquide qui sort. Sérosité, blanchâtre simple ou du lait, ça aussi c'est une pathologie. Et donc, il faudra montrer tout ça à votre gynécologue. D'accord. Voilà. Il y a une question qui était venue lors de votre dernier passage. Est-ce que les hommes aussi doivent faire la palpation, l'autopalpation? Il pourrait, parce qu'on peut avoir une gynécomastie, on appelle ça. Le sein commence à grossir. On ne sait pas pourquoi. Monsieur Elias Ataï. C'est pas moi, c'est Émilie. Hein. Non, je me suis souvenu de vous. Je m'attendais à ça. Vous êtes là? Et donc, on peut avoir juste un développement graisseux, D'accord. voilà, parce qu'on a grossi. On va rapprocher un peu. Et que la poitrine aussi a pris du volume. Mais à la palpation, et très spontanément, parce que le sein de l'homme n'est pas... Le bourgeon est là, et juste, il faut le palper. Eh bien, il n'est pas difficile à palper. On peut retenir une espèce de petit nodule. Souvent, ils sont petits, un peu kystiques. Et à ce moment-là, il faut montrer ça au gynécologue. C'est plus dangereux quand c'est un nodule chez l'homme. Il faut vraiment investiguer pour savoir ce qui se passe. D'accord. Alors, on l'a dit, hein, on continuera encore tout ce mois-là la sensibilisation sur le cancer du sein. Chez nous, ici, aujourd'hui, quelles sont les issues qui sont offertes
aux personnes qui se retrouvent. J'ai ouï dire la fois dernière que pour faire, bon, je ne sais pas, hein, une biopsie, vous faites, mais on doit envoyer le résultat avant de... Est-ce qu'on a tout ce qu'il faut ici chez nous aujourd'hui pour... En principe, oui, on a les anatomopathologistes chevronnés qui savent reconnaître une cellule maligne d'une cellule normale ou bénigne. Maintenant, comme nous sommes tout le temps un peu en train de douter de nous-mêmes, bon, on fait ça, on envoie ailleurs parce qu'il y a des circuits qui se sont créés et qui facilitent l'affirmation du résultat de façon consensuelle, de façon bon. Donc, on a tout sur le plateau lorsqu'on fait une biopsie. On peut la faire même en extemporané, c'est-à-dire que le pathologiste est là avec vous, vous opérez, vous donnez la pièce. Il va, il examine, il dit c'est bénin, on en reste là, ou c'est malin, on peut étendre l'exérèse. Voilà. Et on enlève donc un peu plus jusqu'à une mastectomie si c'est nécessaire. D'accord. Alors, on l'a dit, octobre n'est pas que rose, octobre est également bleu. Le deuil périnatal. Maman, qu'est-ce que c'est? Alors, le deuil périnatal, c'est un deuil qui concerne on va dire, le fœtus ou le bébé entre 22 semaines et le 7e jour de naissance. Périnatal, autour de la naissance. Au moment où la maman déjà commence à s'imaginer son bébé, et pas que s'imaginer, elle l'a vu en échographie, bouger, le cœur qui bat, nous on montre tout ça. Et je sens vraiment qu'elles sont contentes d'apprécier que ça marche. Puis un beau jour, vous regardez, parce qu'elle l'a dit qu'elle ne sentait plus les mouvements du bébé, ou parce qu'il y avait une pathologie quelconque chez elle, vous observez que le cœur n'y est plus. Le cœur du bébé ne bat plus. Le cœur du bébé ne bat plus. Donc là, il faut absolument laisser à la dame, j'allais dire, quelques temps, entre un jour, 2 jours, 1 semaine, tout en la surveillant, pour qu'elle réalise ce qui se passe, parce que c'est choquant. Et même pour nous, les prestataires, on est terrassés, parce que ce n'est pas la finalité du tout. Mais ça peut arriver. Un peu plus tôt, un peu plus tard, jusqu'à la naissance, on a des décès intrapartum ou des décès postpartum. Jusqu'au 7e jour, on pense que c'est toujours corrélé à la naissance, à une éventuelle réanimation. Tout dépend de comment la chose s'est passée. Alors, la mère peut avoir eu le temps de se préparer à un événement pareil. Mais la plupart du temps, ce n'est vraiment pas accepté. Alors, elle s'écroule, c'est les pleurs, on la console, la consultation prend un peu plus de temps, mais il faut absolument, et c'est vraiment heureux d'avoir un psychologue non moins chevronné ici, qui pourra nous aider, parce que souvent on les lâche, ces femmes-là, dans la nature, après les avoir surveillées pendant 2 semaines, 2 mois, pour voir si tout va bien, si elle n'a pas développé une infection, si elle pourra reconcevoir rapidement. Souvent, on les laisse dans la nature parce qu'il y a un cortège de cérémonial autour de cette naissance, on va dire, je ne vais pas dire négative, mais bon, qui n'a pas donné le bébé. Donc, on appelle les tantes, on prend le corps, on s'en va l'enterrer. Et donc, dernièrement, on a vu un petit clip passer, une petite vidéo qui parlait de matérialiser cet événement-là dans la pensée de la gestante ou de la parturiente ou de l'accouchée, parce que la douleur immatérielle doit faire plus mal et elle est difficile à évacuer. Mais lorsque vous avez une image, vous pouvez la gommer tout doucement ou la sublimer, la transformer. Hein? C'est-à-dire que quand on vous pince, que vous sentez la douleur, bon, c'est fini après, quoi. Mais là, ça n'a pas tendance à
finir. Donc, ce type d'émission permettra à toutes les personnes que nous sommes pour intervenir dans un cas comme ça, de prendre le temps avec la patiente, prendre le temps des précautions d'usage pour présenter le bébé, présenter l'élément une fois qu'on l'aura mis comme il faut, au lieu de laisser la mère d'un côté comme si, bon, pour elle, ça va, quoi, et d'aller pour enterrer le fœtus ou l'enfant. Donc, c'est important d'embrasser la mère dans cette douleur-là et de l'aider à passer le cap. Ici, nous sommes trop actifs dans l'évacuation du problème. Parce que justement, on a essayé de faire un petit tour et il y a une dame qui n'a pas voulu se montrer à l'écran, mais qui dit qu'elle a vécu cela. D'abord, j'ai été choquée parce que son fils est né aujourd'hui à 18 ans, mais elle se souvient quand même désolée, de ce deuil-là encore. Elle dit que tout allait bien, puis elle est allée à l'accouchement. Et elle a accouché, comment ça se fait? Elle a accouché, on a pris le bébé, ils sont partis. Et puis ensuite, après, le temps qu'on finisse, qu'on la... Voilà, et tout ça, vous connaissez comment ça se passe, de la salle d'accouchement à la salle de repos, je ne sais pas, et tout. Quelques heures plus tard, sa sœur est venue. Donc, sa sœur est venue, et puis sa sœur lui dit, l'enfant a un petit souci. Donc, on a gardé l'enfant pour le soigner sous couveuse et tout ça, ce genre de choses. Or, l'enfant était parti. Mais ils ont dit, on ne va pas lui dire ça, on attend. Ils ont pris l'enfant. Elle a fait quelques jours, dit, mais je veux aller voir mon enfant. On lui dit non. Et c'est là où maintenant, on lui dit, bon, écoute, on voulait attendre que tu regagnes un peu de force. L'enfant est parti. Elle dit, c'est pas grave, je veux voir l'enfant. Et on dit non. Dès que tu as accouché là, quelques heures plus tard, elle a accouché vers 10, 11 heures, elle me disait, vers 18, 19 heures, l'enfant est décédé. Les sœurs du mari sont venues prendre le bébé et puis voilà. Et elle n'apprend cela que 5 jours plus tard. Jusqu'à présent, son fils est né à 18 ans, mais elle n'a pas oublié. Et quand elle essaie d'en parler à son mari lui dit, mais c'est le premier, voilà, après on a eu d'autres enfants, notre aîné aujourd'hui a 18 ans. Tu as quoi à dire encore que tu penses à bon, le mari la traite un peu comme si elle était folle parce que, et quand elle essaie d'en parler, on lui dit, mais quelqu'un qui a fait que quelques heures, ça te fait quoi? Il n'y a rien là-bas, ça ne change rien en fait, oublie ça. Alors, on parle du deuil périnatal, Monsieur Daouda, chez nous, parce que justement, je crois que c'est en Afrique. On a la tradition, on a plusieurs choses qui suivent. Est-ce qu'en vrai, il faut un accompagnement pour cette maman? D'accord, merci. Pour toutes les mamans qui le vivent, ou même des papas. Hein, oui. Bien sûr. Effectivement, comme vous l'aviez dit, je pense que Madame, tout à l'heure, dans son exposé, a touché assez d'aspects qui sont très utiles ou très importants dans l'accompagnement de ces familles-là qui ont cette situation de deuil périnatal. Effectivement, ces femmes ou ces familles, c'est-à-dire et le mari et la femme en situation, doivent être accompagnées. La plupart du temps, nous banalisons l'effet ou l'impact que ces actes-là ont sur le devenir de la personne. Il y a des personnes, tout à l'heure, ils ne réagissent pas. Et on pense que la personne a supporté le fait ou l'acte. Mais en réalité, ça crée des blessures qui rattrapent au cours de notre vie. Vous voyez un peu? Donc, ça fait que c'est très important et urgent, cet accompagnement-là, quand ces situations-là se présentent. Effectivement, comme vous l'aviez présenté, le cas de cette femme-là, c'est normal qu'elle vive cette situation ici, et c'est ce que je disais que madame a présenté tout à l'heure. Quand on ne voit pas du tout l'enfant, on n'est pas associé au processus d'inhumation de cet enfant ou de ce fœtus, c'est compliqué, c'est plus compliqué de gérer qu'au moins on a vu, on a été témoin de tous les scénarios qui ont eu lieu dans l'inhumation.
Maintenant, il y a des cas aussi qui posent des fois complexité. C'est-à-dire la femme qui perd l'enfant, peut-être était, suite à l'accouchement, peut-être compliquée, dans un état où elle n'est pas consciente pour qu'on puisse lui présenter l'enfant ou quoi que ce soit. Des fois, la situation sanitaire fait qu'elle est en coma, elle est en soins intensifs elle-même, et elle fait des jours dans cet état. Bon, souvent, sur le plan coutumier, ces enfants qui naissent et tout, on évite de garder, de conserver l'enfant à la mort pour que la maman se réveille et qu'elle constate le fait réellement. Vous voyez? Donc, dans ces situations, certains se demandent qu'est-ce qu'il faut faire si nous conseillons que la maman puisse voir et tout. Bon, ça varie d'une culture à l'autre. Mais dans les cas échéants où il n'y a rien à faire, l'essentiel, c'est de pouvoir garder des images. Prendre des photos du bébé? Au moins, oui. Mort? Oui. Au moins, pour que... Prendre des photos du bébé décédé? Bien sûr. On garde les images, si possible, c'est une pas petite plus vidéo. Morbide. Mais c'est des vidéos et images qui seront tout juste détruites après la présentation. On va lui tirer la photo. Voilà. On ne va pas les tirer. On fait des copies de Voilà. l'événement et on lui montre. On lui montre Ok. au moment où il faut lui raconter D'accord. l'événement. Et la plupart du temps, il y a des familles qui tournent à rond autour de ce sujet pendant des jours. Et ce n'est pas bien. Ok. Il faut le lui dire le plus tôt possible. Il faut le lui dire. C'est pareil comme les deuils des parents et que bon, l'enfant a au moins l'âge de la raison. Il faut associer. Des fois, vous allez voir, c'est le parent qui décède de l'enfant. On trouve qu'ils sont très jeunes, on ne peut pas les informer. Des fois, on ne les associe pas au processus d'inhumation. Ce n'est pas bien. Il faut amener ces enfants à voir même tout ce protocole-là, leur informer. Vous voyez? Et maintenant, après cela, l'accompagnement se fait et l'enfant traite cette information et ça passe. C'est pareil dans cette situation. La dame, on l'informe, on sait que tout à l'heure, ça serait catastrophique, mais l'organisme ou le corps humain, la personne développe tout à l'heure des mécanismes, un tant soit peu, à supporter. Mais si on lui laisse dans l'air, comme madame a su le dire, les répercussions viendront plus tard parce que c'est des traumatismes. Une grossesse, c'est tout un projet de vie. Et quand, au moment où ça soit concrétisé, ça tourne à rond, c'est carrément un traumatisme que vivent les parents. Le monsieur, sa réaction, vous allez voir ça beaucoup dans nos communautés. Mais cette histoire a déjà duré, tu ne l'oublies pas. Ce n'est pas pour dire que ce monsieur n'a pas peut-être vécu aussi cet événement d'une manière difficile. Mais seulement qu'il a su gérer au fil des jours. Mais il doit comprendre que la femme n'a pas les mêmes compétences que lui sur ce plan d'adaptation. Et en dehors de ça, c'est elle qui a porté le fœtus. C'est-à-dire, durant les 9 mois, elle a vécu des sensations qui diffèrent de ce que le monsieur a vécu. Donc, elle était en contact avec son enfant. Et quand ça part comme ça, et qu'elle ne voit même pas, elle ne sait même pas du tout, parce que le nombre de jours, on cachait cette information, elle s'illusionnait dans un monde donné. Elle projetait des choses et brusquement, elle voit que non, tout ça, c'était qu'un rêve qui ne va pas se réaliser. C'est compliqué. C'est des situations difficiles et toutes ces situations nécessitent vraiment un accompagnement. Il y a une dame qui on voit pour dire qu'elle a vécu cela, mais désormais, elle a des difficultés. Elle ne veut même pas entrer en relation avec son mari parce qu'elle ne veut pas tomber enceinte. Phobie de grossesse. Il y a phobie de... Oui, il y a phobie de... La phobie de Il y a la grossesse. phobie de la grossesse. Ah oui. Bien sûr. Mais toutes les femmes rêvent d'avoir un enfant. Non. Phobie De nos jours, elles sont encore plusieurs à ne pas vouloir tomber enceinte. D'accord. Madame Émilie. Hey. Non, mais moi, je voulais poser une question. Par rapport à comment le monsieur réagit Oui. quand la dame veut aborder le sujet, est-ce que ce n'est pas aussi une manière pour lui de refouler? Parce que d'une manière ou d'une autre, peut-être c'est sa douleur. Un déni. Voilà, un déni, sa douleur sûr. qu'il ne veut pas voir revenir et tout. Bien sûr. Oui, Tout ça, oui. ça rentre dans le processus des mécanismes de défense qu'il met en place. C'est-à-dire que c'est comme si lui, il a trouvé des stratégies pour passer.
Maintenant, Madame, en révoquant toujours ce sujet, c'est comme si ça lui ramène à la base. Donc, ça lui rappelle ses souffrances. Donc, d'une manière, il ne veut pas se concentrer dessus pour que ça réveille peut-être. Donc là, il n'est pas guéri aussi, hein? Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Ouais, c'est une autre forme de manifester. La dame dont je parle, ils ont 5 enfants. Hein. Oui. S'il était guéri, je pense qu'il allait vouloir plutôt en parler avec la dame délibérément. L'amener à comprendre. Oui, voilà. Il n'est pas guéri. Des fois, c'est l'ignorance. On ne sait pas comment aborder ce sujet. Donc, ça fait que ces genres de situations peuvent arriver. Maintenant, comme vous êtes en train de le dire, oui, avoir d'autres enfants peut soulager. Mais ça n'efface pas. Avoir d'autres enfants peut soulager. Il y a dans certains couples, après cette situation, la femme n'a plus, le couple n'a plus la chance d'avoir à nouveau d'autres enfants. Ça devient plus compliqué. Et au fil du temps, vous allez voir que la personne, sa situation ne va que s'aggraver dans ses sensations négatives. Elle va plonger, si possible, dans d'autres formes de troubles qui vont se manifester plus tard, et ainsi de suite. Oui, c'est pour ça qu'il faut absolument les accompagner, les amener petit à petit à avoir une nouvelle grossesse qui peut tout de même être anxiogène. Oui. Toujours, hein? Toujours. Anxiogène, monsieur Ataï, anxiété. Vous avez compris? Parce que forcément, le souvenir est là, présent. Mais on l'entoure de l'espoir qu'il faut et on vit en se référant, on vit cette grossesse en se référant à l'autre aussi pour qu'elle fasse le lien que ça peut aller mieux. Par exemple, on dira, l'autre, c'est arrivé vers les 38 semaines parce que si heureusement on a trouvé les causes, par exemple chez une diabétique, alors on lui dira, écoutez, à 36 semaines, celui-ci doit sortir. On n'attendra pas 38 semaines, etc. Voilà. Parce qu'il y a des femmes qui vont quelquefois rester à la maison attendant seulement leur rendez-vous alors qu'elles ont des pathologies qu'elles pourraient venir signaler. Donc, il faut refaire l'enseignement correct. Il y a aussi eu un autre commentaire qu'une dame a envoyé. Elle dit que sa belle-mère lui a... ça m'a choquée. Elle n'a pas... Comme maman l'a dit tout à l'heure, disons que c'est la grossesse qui a coulé. Bon, elle a fait une fausse couche. Et on lui a dit, mais que ce n'est qu'un fœtus. Elle était à 3 mois. À moins de 3 mois, je crois. Et la belle-mère dit, mais ce n'est qu'un fœtus. Pourquoi tu joues? Quand vous vivez Noumbé, il est traumatisé. Voilà. J'ai répété les mots, hein, Madame Claire, voilà. Donc, est-ce que c'est normal? On se dit que... oui. On se dit que c'est un fœtus, il n'y a pas... Oui, un peu trop... Mais c'est du réel. Une grossesse, ce que ça apporte dans le mental d'une femme, c'est extraordinaire. Il faut voir quand elle se présente à 5 semaines, qu'on n'a pas encore vu le fœtus, parce que le cœur du bébé commence à battre à 5 semaines plus 3 jours exactement. Donc, quand ça fait moins de 2 mois. Oui, ça fait 6 semaines. 6 semaines. Même pas encore. Ça fait un mois et demi. Voilà. Et donc, quand elles arrivent un peu plus tôt, on voit le sac, mais on ne voit pas. Et on les reconvoque une dizaine de jours après. Quand elles voient que le cœur bat, il faut les voir, il faut ressentir avec elles la joie que c'est d'avoir une évolution qui se présente comme normale. Donc, à partir de ce moment-là, la maman vit avec son bébé et elle projette tous les espoirs. Ce sera un garçon, ce sera une fille, etc. Qu'est-ce que je vais acheter? Tout ça. Mais ça prend corps dès le début de la grossesse. Donc, la femme, elle a déjà le ressenti de tout ça. Et c'est important de prendre en compte ce qu'elles vivent dès le début de leur grossesse. Il n'y a pas de sentimentalisme à pleurer son bébé et à dire sa douleur, parce que ça permet de guérir. Il faut en parler. Et c'est ça qui est important. Je sais que dans certaines maternités, il y a des psychologues qui sont attachés. Bien sûr. Et quand il y a des cas comme ça, au 2e jour ou plus tard, la psychologue passe et elle a un entretien
revitalisant, revigorant pour cette femme-là. Souvent, c'est à huis clos, bien sûr, mais on pense que tout ce qu'elle leur dit, ça permet de la remettre en confiance. C'est important. On a eu aussi un autre message sur lequel on veut, c'est dire que la dame, elle a perdu un bébé. Bon, c'était pas 7 jours après. Elle disait que la mort subie du nourrisson, je sais pas, senti. Oui, la mort subie. Voilà, l'enfant est décédé à moins de 3 mois. Elle est tombée enceinte, elle a refait un enfant, mais elle n'a pas de... Enfin, je sais pas, elle est un peu distante de ce bébé-là. Parce que quand on lui demande, elle dit qu'elle a peur qu'il s'en aille aussi. Wow. Oui, ça arrive. Je pense que c'est ce que madame disait tout à l'heure. Quand cette situation se produise, il y a déjà un état anxieux qui se met en place. Une nouvelle grossesse, oui, on le désire, on souhaite, mais la femme le vit déjà autrement, pas même de la même manière qu'elle avait vécu la première. Donc, la crainte, cet état anxieux, lui fait développer des mécanismes de défense qui l'amènent à ne pas totalement s'impliquer. C'est comme si on fait semblant de ne pas trop attendre, s'attacher. Mais en réalité, c'est ce qu'on souhaite. Mais on fait semblant d'être un peu en retrait pour ne pas vivre les mêmes catastrophes au cas où ça se reproduisait. La personne manifeste ne pas le souhaiter et tout, mais en réalité, en son fond intérieur, c'est ce qu'il est en train de se dire. Et c'est ça qui conduit vers ces attitudes qui ne sont pas vraiment adaptées. Parce que la personne souhaite une chose, mais son comportement ne manifeste pas réellement ce qu'elle est en train de souhaiter. En fait, ce sont ces situations-là qui amènent à ces genres de problèmes. Michel Taïb, j'ai remarqué quand même qu'on conseille à ces femmes-là de vite avoir une grossesse. La plupart du temps, ça dépend du mal qui a amené l'enfant aussi à la situation létale. D'accord? Donc, supposons que la dame, elle avait certaines bases pathologiques qui rendaient douteux l'arrivée à terme de la grossesse. Mais il y a eu des soins qui ont été mis en place et que la grossesse est venue. Et qu'il y a eu des travaux qui ont accompagné cette grossesse. Je pense qu'au cours de cette procédure-là, on va souhaiter qu'elle reprenne une grossesse très rapidement parce au cas où c'est des kisses ou des nodules qui sont là, mais la grossesse est venue, il faudrait prioriser cette période-là pour ne pas laisser là grandir, devenir plus dévastatrice avant qu'on espère une autogrossesse. Donc, dans ces situations, on peut souhaiter une grossesse proche. Maintenant, en dehors de cet aspect médical, comme on l'explique, dans certaines familles, on le pense parce que ça va soulager la douleur de la femme à avoir un enfant, parce que c'est ce qu'elle a tant rêvé. Donc, l'effet de grossesse nouvelle et à terme, avoir un nouveau bébé va la préoccuper. Elle n'aura pas le temps de se plonger dans ce traumatisme qu'elle a vécu au préalable. Donc, c'est toutes ces manières ou toutes ces mentalités qui amènent à conseiller ces genres de situations. Clairement. Oui, en fait, moi, j'avais une question par rapport au couple. Lorsqu'ils arrivent à perdre un bébé, il y en a qui se rejettent la faute l'un sur l'autre. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce genre de cas? Est-ce qu'il faut travailler avec eux ou comment? Bien sûr, travailler avec eux, les amener à comprendre. Les amener à comprendre que dans une grossesse, tout le risque est là. Et puis, ce n'est pas la faute seulement qu'à une seule personne. Vous allez voir, la plupart du temps, c'est les femmes qui prennent le coup. Dans nos communautés, des fois, c'est la belle famille qui est là. Vous allez voir, les familles se jettent. Une grossesse. Voilà, les familles se jettent des torts. Nous, il n'y a pas ça dans notre famille. Nous, il n'y a pas ça dans notre famille. En oubliant. Il n'y a pas ça. Donc, en oubliant que le fœtus, les causes ou les origines de ces formes de pathologie ou ces actes-là peuvent venir de la fusion, c'est-à-dire que le spermatozoïde et la grossesse, l'ovule que la femme a pondu, la femme peut, lors de l'ovulation, ça peut être un spermatozoïde malade. Et ça amène au fait que le fœtus n'est pas à jour à 100%. Et il faut conduire. Ça peut ne pas être cela, mais l'ovulation a été parfaite dans les normes, mais le comportement de l'homme face à la femme va faire que la femme va vivre des états qui peuvent conduire à cet état. Parce que la plupart du temps, les fœtus ou des enfants qui naissent avec des malformations, ce n'est pas seulement biologique. L'émotion que la femme est en train de vivre au cours de la grossesse, une femme qui est toujours plongée
dans le stress, dans la tristesse, vous serez étonné qu'elle fasse un enfant avec un retard mental ou carrément un cas létal. L'effet émotionnel est principal pour l'équilibre de notre santé mentale. Et tant qu'il n'est pas à jour, ça peut engendrer des conséquences très dévastatrices, même plus que des cas biologiques ou des infections bactériennes et tout ça. C'est une des causes, ce stress, la négativité, les femmes qui pleurent tout le temps, de décès fœtal. Ou de mort inutile. Voilà. Alors, il est important de souligner, on va encore venir dessus, on va lire toutes vos questions, c'est important, mais parce qu'aujourd'hui, moi je suis contente qu'on en parle, parce que dans nos communautés, on banalise beaucoup ça. Oui. Surtout quand même le bébé n'est pas allé jusqu'à la fin et sortir là, on va dire, oh, fais-en un autre. Voilà. Alors, il est important de comprendre, surtout je parlais aux messieurs d'abord, soutenez vos femmes. Aidez-les à faire le deuil. Le psychologue a dit, monsieur Ataï, je touche du bois, ça ne va jamais lui arriver. Amen. Mais en tant que frères, sœurs et autres, touchons, quand nous voyons que quelqu'un dans notre famille a vécu cela, entourons la personne, emmenons-la à faire le deuil et puis à passer à autre chose. Ne disons pas, non, ça ce n'est pas bon, ce n'est pas du tout bon. Pour contacter maman, c'est le 90 35 40 94. 90 35 40 94. Et pour contacter M. Daouda, c'est le 90 84 91 79. Voilà. Il n'y a pas eu de deuil péri-nectar. On remercie le Seigneur pour cela. Gardez la foi, la pêche, restez sur la chaîne Mère. Bye bye et à demain. Au revoir.